Emmanuel Macron veut se faire élire. Donc il utilise ce qu'il faut pour se faire élire. Moi je crois pas qu'à lui en vouloir là-dessus. Hein. Non mais vous êtes d'accord avec cette analyse? Oui, mais ça change quoi d'être d'accord avec cette analyse? Je veux dire, ah oui, pourquoi Emmanuel Macron ne parle pas des vrais problèmes? Mais c'est pas son problème. Lui, il veut se faire réélire. Donc le problème, là, je suis froid et regardant. Le problème n'est pas un problème de morale. Le problème, c'est que lui, aujourd'hui, tente sur sa réélection. Il va utiliser tous les moyens à son pouvoir pour se faire réélire. Et donc, s'il faut appuyer sur le Covid, il appuiera sur le Covid. Bonsoir, cher André Berkoff. Bonsoir, David. Vous nous faites un grand honneur d'être ici sur la chaîne Reconquête, donc des amis d'Éric Zemmour, hein, comme vous le savez, même si vous n'êtes pas un soutien officiel d'Éric, mais vous êtes un journaliste, un des journalistes les plus connus de ce pays, ancien éditeur, homme de radio, homme de télévision. On vous voit tous les jours du lundi au vendredi sur Sud Radio, de midi à 2h, dans votre émission célèbre où vous recevez des gens avec une totale liberté, en fait, hein, une totale liberté éditoriale. Total, oui. Ce qui est un luxe que peu de journalistes peuvent se payer aujourd'hui dans ce pays. Racontez-nous un petit peu comment vous choisissez vos invités. Écoutez, d'abord en fonction, pour ceux qui écrivent des essais et des livres, puisque je parle plutôt de cela, en fonction des essais ou des livres qu'ils font paraître, et je choisis très en fonction des idées, en fonction du style et des idées qu'ils ont, et j'essaye de choisir des gens qui apportent à la fois dans les idées, dans le fond, un langage qu'on n'entend pas beaucoup dans les médias. Et c'est très important pour moi, connu ou inconnu. Je ne choisis absolument pas les gens en fonction de leur notoriété. Je choisis les gens en fonction de ce qu'ils apportent, de leurs compétences et de ce qu'ils apportent. Et je suis très heureux, vraiment, parce que il y a en France vraiment des centaines de gens formidables qui écrivent des choses formidables et que malheureusement leur absence de notoriété fait qu'ils ne sont pas traités comme d'autres alors qu'ils le mériteraient beaucoup plus. Il y a vraiment des pensées, ce que j'appelle le pas de côté, la pensée hors norme, la pensée hors les murs, les gens qui ne sont pas dans une espèce de formatage et d'aseptisation, vous savez ce que j'appelle les sous-vides, et il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, des hommes et des femmes, et des jeunes, des moins jeunes, qui font des choses formidables, et j'essaye effectivement de les amener, de les faire parler, et de faire parler de ce qu'il faut, qu'il y ait livre ou pas livre, qu'il y ait œuvre ou pas œuvre, mais voilà, des gens qui apportent quelque chose, et qui ne ronronnent pas dans la pensée, je dirais même pas la pensée unique, parce qu'il n'y a plus de pensée unique, ce que j'appelle une pensée un peu désincarnée, déphasée, termite, je dirais presque une pensée termite, quoi. Voilà, en tout cas, c'est comme ça que je fais mes choix. Donc, en fait, l'idéologie est quand même pour beaucoup dans cette mise de côté d'un certain nombre de gens. Il n'y a pas que l'absence de notoriété qui fait qu'ils ne sont pas invités. Il y a aussi peut-être le fait de mal penser. Ah, sûrement, la malpensance, ça ne se fait pas. Vous savez, il y a quelque chose d'assez fort et qui a toujours existé, hein. Il faut bien se dire, il faut toujours mettre dans le contexte de l'histoire. Mais le camp du bien, qu'est-ce que c'est que le camp du bien? Ce sont des gens qui disent, écoute, nous savons ce que c'est le bien, nous savons ce qu'il faut faire, et nous, on sait mieux que vous ce qui est bon pour vous. Donc, laissez-nous faire, laissez-nous agir. On va vous donner de quoi manger, on va vous donner de quoi vous sustenter, on va vous donner de quoi respirer, mais ne nous emmerdez pas et vaquez à vos occupations. Ça, c'est la méthode. Alors, poussée à bout, c'est la méthode chinoise, hein, crédit social, bon point, mauvais point. Poussée dans ce qu'on appelle encore la démocratie, on a raison de l'appeler démocratie parce qu'on peut encore dire des choses, eh bien, c'est le côté... nous on pense et on pense entre nous. Vous savez, ce sont les Ménines de Velasquez. Les gens se fréquentent, se coagulent, se congratulent et se disent mais oui, mais c'est ça le conformisme. Et pour des jeunes, imaginez des jeunes dans n'importe quel milieu, chercheurs, universités, journalisme et autres, qui ont envie, et c'est tout à fait normal, de progresser, ils se disent oui, mais si je dois progresser, je dois voir ce que mes supérieurs, ma hiérarchie aiment bien. Donc c'est pas une pression, vous savez, c'est une pression, je dirais presque soft, comme un totalitarisme soft et presque clandestin. Écoute, faut bien penser, si tu veux réussir, il vaut mieux être dans la bien-pensance. Donc voilà, il y a de ça, et puis il y a les Gaulois réfractaires, et puis il y a les rebelles, et puis il y a les marginaux, et puis il y a les gens qui font le pas de côté. C'est vieux comme le monde, et ça continuera, heureusement.
Donc c'est une sorte de, on va dire, de totalitarisme, en tout cas de dictature, par l'autocensure et non pas par la censure. Oui, il y a une partie d'autocensure quand on est dans un système où effectivement, si vous allez trop loin, on vous dira, écoute, c'est très simple, regardez le coût de certains dans n'importe quel domaine, regardez le coût. Quand vous voyez qu'il y a des rougeurs, c'est qu'il y a un collier. Évidemment, on enlève le collier quand on se montre, on va pas garder avec son collier. Et puis il y a une laisse. La laisse, c'est en général assez longue pour que vous puissiez gambader un peu, folâtrer, paître un peu dans tel ou tel champ. Mais quand vous allez trop loin, le marionnettiste va tirer sur la laisse en disant attention, ne va pas trop loin. Chacun le sait, chacun n'en parle pas, et puis on parle morale. On se fait ce que j'appelle des suppositoires de moraline, et voilà, tout le monde est content. Et c'est pour ça que vous êtes avec nous ce soir. Est-ce que ça a un rapport avec le fait d'avoir accepté notre invitation pour dénoncer ce politiquement correct insupportable finalement, qui fait que les gens s'autocensurent en permanence? Non, oui, si vous voulez, moi je crois que, Éric Zemmour, mais il n'est pas le seul, et d'autres, ça fait partie des gens qui ne pensent pas au pas de loi, qui ne pensent pas dans les normes, qui ne passent pas dans les rangs. Après, on peut être d'accord, mais il y a des choses où je suis totalement d'accord avec lui, des choses où je suis moins d'accord, mais c'est pas le problème. Le problème, et on le voit bien, c'est que c'est insupportable, et pour certains, d'avoir des gens qui pensent, encore une fois, qui ne pensent pas comme eux. Ce qui est quand même hallucinant. Vous savez, c'est Montaigne qui disait, il faut se frotter les idées et les cerveaux. Se frotter les cerveaux. Eh ben, si vous avez des gens et que vous êtes entre nous uniquement, entre gens qui sont d'accord, eh bien, ce sont les Ménines de Velázquez, quoi. On sait ce que donne la consanguinité. Et vous avez vu que c'est arrivé, c'est très intéressant. En Amérique, il y a dans les universités woke et cancel culture, il y a ce qu'on appelle les safe space. C'est-à-dire qu'il faut pas que vous soyez gênés par parler. Alors, on va vous mettre dans les safe space, c'est-à-dire les espaces protégés, où vous allez avoir des gens qui sont d'accord avec vous. Alors c'est magnifique, pas de conflit, pas d'histoire, pas de débat, pas de choses, non, on est tous d'accord, on est contents, on est heureux. Ce que j'appelle le sommeil des taupes et la tranquillité des agneaux. Et qui est devenu le penser contre soi-même, alors on est son meilleur ennemi, tout le monde le sait, la pensée cartésienne française qui a fait bien sûr la richesse de la réflexion, de la philosophie et de toute l'histoire de la pensée de ce pays. Et c'était Edgar Morin qui disait il faut penser à la température de sa propre destruction. Je crois qu'elle existe. Je crois qu'elle existe. Vous savez, je crois qu'il faut encore une fois et toujours remettre en perspective. Je pense qu'il y a toujours eu une doxa. Je pense qu'il y a toujours eu une pensée dominante. Mais, et heureusement, il y a des gens qui ont effectivement, qui ne sont pas d'accord. Prenez les Lumières, prenez la Renaissance, prenez Galilée, prenez Giordano Bruno, prenez Socrate avec la ciguë. Il y a toujours eu des gens qui pensaient autrement ou contre. Il a toujours existé, et évidemment, ils ont tort, selon la doxa, on leur fait bien voir. Simplement, ils le font, et c'est comme ça que l'histoire bouge, avance, c'est comme ça que le régime bouge, etc. Toujours pareil. Et puis, regardez Churchill, De Gaulle, etc. Moi, je suis toujours frappé. Sortons je dirais, de la pensée, enfin, des intellectuels, et parlons des politiques. Qui était De Gaulle, petit colonel, tout ça, et il arrive, il était le nègre de Pétain, il faut rappeler, il écrivait les discours et même les livres de Pétain, et puis il dit non, je suis pas d'accord, je suis pas d'accord. Et avec qui il part à Londres? Il part avec 5 juifs et 5 antisémites. Enfin, il y avait il y avait les Maurassiens. Et ça, oui, la Maurassien surtout, et puis René Cassin et d'autres. Et il dit la France c'est moi. Il dit, mais t'es malade, toi, qu'est-ce que tu racontes? Et à l'époque, c'est clair. Qu'est-ce que c'est que ce type-là? Il y aurait eu IFOP ou les sondages. Pétain faisait 98,5 et De Gaulle n'aurait pas fait 0,0. Simplement, il dit non, la France est moi, et je persiste et je signe. Je prends autre chose. Churchill, encore plus extraordinaire, en mai 40, je dis bien en mai 40, la France est tombée, l'Europe est tombée, et Halifax et Chamberlain lui dit, bon, il faut négocier avec Hitler et Mussolini, c'est plus possible, sinon ils vont raser l'Angleterre. Et ils insistent et tout ça. Et Churchill appelle Franklin Roosevelt, dit, écoute, il faut que tu nous aides, là, etc., avec l'Allemagne, et Roosevelt dit, attendez, c'était avant Pearl Harbor, il dit, non, les neutres, non, l'Amérique, on n'entre pas là-dedans. Et que fait Churchill? Le fameux discours, il faut se battre sur terre, sur mer et dans les airs. Ça veut dire que je crois tout à fait que ce soit sur le domaine intellectuel, politique, citoyen, dans n'importe quel domaine,
il y a toujours, et heureusement, et j'espère que ça durera, des gens qui pensent contre. Maintenant, il y a des périodes où effectivement, tout ceci baisse, tout ceci stagne. On voit bien par exemple qu'un journal comme Harakiri, dans les années 60, pourtant c'était sous De Gaulle, serait impensable aujourd'hui. Il y aurait 56 associations qui feraient des procès en correctionnel. C'est ça, on parlait du contrôle sur l'ORTF, mais en fait, on oublie totalement la liberté de la presse. Absolument. Il y avait une liberté de la presse totale, enfin totale, en tout cas extrêmement grande, y compris sous De Gaulle, on l'oublie ça. Zemmour dit régulièrement, il cite cette phrase ma télévision, vos journaux. C'est ce que De Gaulle disait. Oui, mais c'est-à-dire, de toute façon, De Gaulle était là. Évidemment, il disait la télévision, c'est l'ORTF, c'est la radio d'État, c'est la France, c'est la voix de la France. Bon. On peut critiquer évidemment cela, mais enfin, quand je me rappelle que quand même, à l'époque, Mitterrand écrivait le coup d'État permanent et comparait De Gaulle au Duce, au Caudillo, à Franco, à Mussolini et compagnie. Bon, il n'était pas censuré pour autant, et je ne parle pas d'Harakiri, et de Charlie Hebdo ensuite, etc. Est-ce que vous pensez que la poche de résistance, finalement mineure, qui a toujours été mineure, au fond, les résistants sont peu nombreux parce que les gens sont globalement lâches et conformistes. Conformistes, l'un oui, nourrissant l'autre, certainement. Aujourd'hui, se trouve plus chez les Zemmouriens que dans d'autres partis. Je ne sais pas. Je crois que si vous voulez aujourd'hui, je crois que moi je ne dirais pas ça. Je dirais pas que les résistants sont chez Zemmour et les autres sont des collabos. Ça me paraît un peu simpliste. En revanche, je crois une chose importante, c'est que comment vous dire. Qu'est-ce qui s'est passé pour Zemmour? Zemmour est arrivé, mais Zemmour, ça a été le retour du refoulé. C'était vraiment l'impensé radical, c'est-à-dire qu'il est arrivé à un moment donné où, effectivement, Marine Le Pen ne s'occupait que sa dédiabolisation. Regardez le paysage politique. Macron avait dissous les Républicains dans l'acide, les centristes, je ne sais pas où, tout ça, on avait noyé le bébé avec l'eau du bain, tout était réglé, je ne parlerai pas des RPR et compagnie, donc tout ça c'était effectivement... Donc il avait réuni, bon, et puis on sait très bien qu'il y a tous les problèmes d'identité, d'immigration, d'insécurité, de chômage, etc., etc. Donc, à un moment donné, vous savez, la nature a horreur du vide, et il faut, je crois que c'est une bonne chose d'avoir des gens qui bousculent, qui disent attendez, ça se passe pas comme ça. Il y a quand même ce pays. Qu'est-ce qu'on veut être et qu'est-ce qu'on ne veut pas être. Et en fait, il a dit tout haut des questions que beaucoup de gens se posaient tout bas, mais n'osaient pas le dire parce qu'on passait pour un facho. Vous savez, faire le jeu d'eux, c'est faire le jeu d'eux. On passe tout de suite pour un facho et un réac, et vous êtes à la droite d'Adolf Hitler si vous osez parler de telle ou telle chose. Bon, je crois que ces tabous ont été enfoncés par beaucoup de gens. Je rappellerai quand même qu'il y a eu des gens qui l'ont pensé. Jean Raspail a fait des choses là-dessus. On aime ou on n'aime pas Renaud Camus, mais je rappelle que quand on a parlé du grand remplacement et de Renaud Camus, c'était vraiment quelqu'un qu'il fallait absolument vouer aux Jomini et brûler en place de grève. Aujourd'hui, il n'y a pas un parti politique, en tout cas à droite, qui ne parle pas du grand remplacement. À tort ou à raison, je ne me prononce pas sur le jugement. Ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du moment où vous essayez d'établir une pensée dominante qui dit, écoutez, on ne peut pas parler de ça, parce que si vous parlez de ça, on vous marque du sceau de la famille. Ben non, ça ne marche pas. La preuve, Zemmour, par exemple, on a essayé de l'exclure de telle ou telle radio, telle ou telle télévision, etc. Il ne faut pas qu'il parle. Je dis, mais attendez, c'est quoi la liberté? Si vous ne savez pas ce que c'est que la liberté d'expression, si vous oubliez que la liberté d'expression est une vertu absolument cardinal, je rappelle simplement que sur les frontons des édifices, il y a un mot qui s'appelle liberté, qui est avant égalité, avant fraternité. L'instinct de liberté est un instinct fondamental. La preuve, 70 ans du RSS, ils ont essayé de faire 15 ans de Hitler, etc., de nazisme, je ne sais pas combien de temps de fascisme. Tous les systèmes totalitaires ont essayé de modeler. Mais à un moment donné, ils ont modelé pourtant 70 ans de soviétisme ou de bolchevisme. Ben ça marche pas. À un moment donné, les gens disent attendez, le roi est nu, on n'est pas d'accord. Et Orwell, évidemment, et beaucoup d'autres l'ont écrit admirablement. Quand le vrai devient un moment du faux,
quand le ministère de la vérité s'appelle, le ministère du mensonge s'appelle le ministère de la vérité, etc., tout ce qu'on connaît d'Orwell. Voilà. Donc je crois qu'à un moment donné, les choses bougent, et quand les gens entendent ces mots, ils disent, ah mais oui, tiens, je peux le dire sans passer pour un Waffen-SS en train de circuler dans les murs de Paris. Ah, c'est intéressant. Voilà. Oui, mais ce que répondent nos adversaires, voire nos ennemis, hein, si on pousse le bouchon un peu plus loin, c'est la phrase de Saint-Just. Pas de liberté pour les ennemis de la liberté. C'est la phrase la plus totalitaire qu'on puisse connaître. Oui, mais comment voulez-vous répondre? C'est pas un argument. Si, c'est de l'argument. C'est l'argument parce que en quoi c'est toi qui dis que tel est un ennemi de la liberté? En quoi, où tu mets le curseur? Qui es-tu, toi, pour juger de où il faut mettre le curseur? C'est tout. Pas de liberté pour les ennemis de la liberté? Parfait. Alors tu l'appliques à où? Évidemment, aujourd'hui, il y a des intégristes qui veulent tuer la démocratie avec les armes de la démocratie. À toi de les combattre, mais ce n'est pas en disant pas de liberté pour les ennemis de la liberté, c'est pas ça le problème, tu disant écoutez, si vous appelez au meurtre, si vous appelez au racisme, si vous appelez à la haine, si vous appelez au massacre, eh bien, il y a des instruments, il y a la loi, on combattra, y compris violemment. C'est autre chose. Mais je dis à la fois aux censeurs, vous savez, les fameux renvois de la censure, j'allais dire. Mais qui vous êtes pour juger où vous mettez le curseur? Qui vous êtes pour dire tel a le droit de parler et tel n'a pas le droit de parler? Qui vous êtes pour dire tel est conforme et tel n'est pas conforme? Et d'abord, quel conformisme? Donc voilà, ça s'appelle, c'est pas nouveau, ça s'appelle la liberté d'expression. J'ai été très frappé. Vous savez, c'est vieux comme le monde. Quand Galilée dit, et pourtant elle tourne, il dit écoute Galilée, tu vas arrêter tes conneries. Si tu dis ça, demain, place de grève et tu es brûlé. Il se tait, bien sûr, il se tait. Faut pas dire les gens lâchent et collabos, et les gens ont besoin de vivre, ils sont pas tous des héros, et ce n'est pas une question d'héroïsme, c'est une question c'est du risque. Vous savez, à un moment donné, ça s'appelle la prise de risque. Et ceux qui ne veulent pas que la vie soit un métier à risque, voilà. Mais alors, allons un peu plus loin dans votre raisonnement. Qu'est-ce que vous pensez des lois dites par Zemmour liberticides, que d'autres considèrent comme finalement les garantes de l'état de droit, c'est-à-dire la loi Pleven et consorts, c'est-à-dire contre l'antisémitisme, contre le négationnisme, contre ci, contre ça, et c'est donc sans fin à vous écouter. C'est-à-dire qu'on sans fin, non, je crois que la limite est extrêmement simple. Ce que je ne veux pas, c'est de Radio Mille Collines de Rwanda appelant à tuer les Tutsis. Par exemple, je ne veux pas de radio Berlin appelant à tuer les Juifs. Je ne veux pas de radio Croisade appelant à tuer les musulmans, etc. Je ne veux pas, quelles que soient les choses, de dire tu es différent, parce que où ça s'arrête? Tant que tu exprimes des opinions, c'est une chose, même des opinions qui choquent, c'est une chose, mais quand tu exprimes en disant ceux-là, ce sont des adversaires, ce sont des ennemis, il faut les massacrer, il faut les tuer, tu te convertis, ou alors c'est fini pour toi, là ça ne va plus. Oui, mais il est là le curseur. Encore une fois... Ça n'a rien à voir avec la loi Pleven ou la loi machin. Non, mais il vous explique que l'antisémitisme, par exemple, ou le racisme n'est pas une opinion, que c'est un délit. Et le débat est clos. Non, l'antisémitisme n'est pas une opinion, c'est une passion. Le racisme est une passion. Alors, est-ce qu'on empêche la passion de s'exprimer? Il a le problème. C'est pas une question d'opinion. Moi, je dis pas que du tout que l'antisémitisme ou n'importe quel racisme est une opinion. Non. C'est une passion. Je dis même pas c'est un péché, c'est une passion. C'est-à-dire que ce n'est plus avec les armes de la raison. Il faut pas oublier, c'est la raison qui prime. La raison. C'est pas l'émotion, c'est très joli, on a chacun ses émotions, mais la raison qui prime. La raison, c'est quoi? La raison, c'est je réfléchis. Tu me dis, toi, si tu me dis les Juifs, ou si tu me dis les Arabes, ou si tu me dis les Français, je vais vous dire, c'est là où ça va plus. Il n'y a pas les Juifs, les Arabes. Il y a des Juifs, des Arabes, des Français. Je veux dire, il y a M. Haïm Corsia et M. David Arveler. Ils sont pas tout à fait sur la même opinion, par exemple, sur Zemmour. Vous n'avez pas coupé ça, quand même. Non, bien sûr. On ne va pas vous censurer. Non, mais voilà. Non, mais je veux dire. Sujet. Et pourtant, l'un est juif, l'autre aussi. Donc le problème, il est là. C'est-à-dire, moi, ce qui m'énerve, c'est quand on dit les. Mais quel les? LES, qu'est-ce que ça veut dire? Et deuxièmement, une chose très importante. Moi, la phrase la plus importante, c'est « je ne suis pas que ». Quand on chosifie quelqu'un par rapport à ses origines, ou sa religion, ou son ethnie, ou sa couleur de peau, etc., ça s'appelle de la chosification. C'est là où commence le racisme. Parce que la phrase la plus importante, vous êtes ceci, il n'y a rien à renier, ni de ses origines, de sa religion, ni de ses croyances, ni de quoi que ce soit. Mais vous ne pouvez pas être réduit à une dimension.
Ou vous êtes un âne, un œillère, ou vous êtes un diamant à 1000 facettes. Et il faut assumer ces facettes. Chacun d'entre nous a les facettes. Et je dis que je suis ça. Je ne renie rien de ce que je suis. Mais je ne suis pas que ça. Donc, si vous me chosifiez avec telle ou telle étiquette, ça va plus du tout. Mais c'est bien ce qu'on fait à Zemmour, ce procès en essentialisation, on le fait en permanence. On le fait à tout le monde, on le fait à tous ceux, encore une fois, je reviens, qui ne sont pas dans le chemin qui a été balisé par effectivement la bonne pensée, la bonne conscience. Mais vous savez, on l'a fait à des tas de gens, c'est pas nouveau, hein. Ça fait partie du cortège. C'est ça. Et alors, si on continue dans les invectives et dans les reproches, disons sans fondement, on vous traite de complotiste, par exemple. Oui, qui me traite de complotiste, ce sont les comploteurs. Et pas par hasard. Moi, je vais dire qu'on me donne une phrase de ce que j'ai écrit ou dit qui est complotiste. Et je ne me défends pas là-dessus. Vous savez, je crois que c'est Courteline qui disait « Passer pour un idiot aux yeux de l'imbécile est une volupté de fin gourmet. Passer pour un facho aux yeux d'un bobo gaucho est un plaisir qu'on peut se permettre. » Complotiste, vous savez, comme ils ne peuvent plus dire fasciste, nazi, machin, vipère lubrique, hyène dactylographe, etc., ils disent complotiste. C'est facile, ça ne pèse rien, ça mange du foin, et voilà. Donc, complotiste, c'est une connerie. Complotiste, populiste, ce sont des termes qui sont devenus des insultes et que vous réfutez complètement. Je veux dire, pour moi, c'est des mots valises qui font le trottoir depuis quelque temps, et ça aide à ne pas penser, et c'est l'arme absolue des paresseux. Alors par exemple, quand on reçoit sur une antenne de radio le professeur Perron, qui a tout le conseil de l'ordre derrière Basque, on est considéré comme par association finalement comme écoutez, j'ai reçu le professeur Perron. Le professeur Perron a été monsieur vaccin pendant 15 ans en Europe et en France, comme le Raoult que des crétins qui n'y connaissent rien ont traité de charlatans. Je veux dire, moi je veux bien, moi je ne suis pas médecin, je ne suis pas épidémiologue, mais quand je vois des gens, des petits philosophes de plateau, des néphrologues de sous-préfecture, qui ne connaissent rien à l'épidémiologie, qui ne connaissent rien à la virologie, qui le traitent comme ça, moi j'ai envie de l'écouter, c'est tout. Moi je ne prétends pas, je ne suis pas médecin, je veux pas jouer aux scientifiques. Mais écoutez-le. Ce qui est extraordinaire, vous savez, il y a en fait deux catégories de gens. En général, mais y compris dans les comptoirs. Ceux qui ont réponse à tout et ceux qui ont question à tout. Moi, je suis de ceux, et on est heureusement nombreux, qui ont question à tout. Moi, je pose des questions. Je ne dis pas, je ne sais pas s'il y a raison ou s'il a tort, etc. Je pose des questions. La première des choses, quand on veut connaître quelque chose, c'est de poser des questions et ne pas condamner d'emblée tel ou tel ou tel. Perron a été exclu de partout. On a essayé de tuer socialement Raoult. Attendez, Raoult est un épidémiologue connu dans le monde entier, qui a publié 200 papiers, qui est connu et célébré. Alors, il peut se tromper. J'en sais rien. Je ne dis pas qu'il a raison. Je dis simplement qu'on ne peut pas écarter d'un revers de main, surtout quand on n'y connaît rien, et j'ai vu un certain nombre d'urologues et de néphrologues, c'est vraiment pas leur parti, le traiter. Bon, c'est ridicule, c'est tout. On revient à ce qu'on discutait, la liberté d'expression et le côté de se dire, attendez, écoutez la personne. Après, vous faites vos recherches, si vous trouvez qu'il a tort, eh ben il a tort. Est-ce que vous pensez que cette pensée, pseudo-pensée, donc ce politiquement correct que vous dénoncez depuis tout à l'heure, va se retourner comme un boomerang contre ces instigateurs, contre ceux qui propagent cette parole-là, par exemple à l'occasion de la prochaine élection présidentielle, par exemple? Écoutez, je crois que beaucoup de paramètres vont jouer là. C'est très difficile à dire. Moi, je ne ferai aucun pronostic. Je dis simplement que ce qui va se passer, par exemple, au niveau du sanitaire, ce qui va se passer au niveau de l'économie, de la dette, etc., ce qui va se passer au niveau des gens et de leur frustration va jouer. Alors, à quel niveau, je ne sais pas. Je ne sais pas si ça va se retourner. Mais à un moment donné, ça peut totalement se retourner. Ça peut se retourner quand les gens auront l'impression qu'ils sont dans une espèce de chape de plomb dans laquelle ils ne peuvent pas échapper. Quand on leur dit on ne sait pas comment cet état, par exemple, pour parler du sanitaire, va se terminer, et à quel niveau et à quelle sauce on sera mangé. Est-ce qu'on aura encore un 6e vaccin, une 10e dose, etc., etc. Je ne sais pas. Ça, honnêtement, comment mesurer cela? Vous savez, est-ce qu'on mesurait la prise de la Bastille avant le 14 juillet, etc. Il y avait des signes. Il peut y avoir, à mon avis, tout est possible aujourd'hui. À l'heure où on parle, je crois, David, que
Tout est possible, y compris qu'il ne se passe rien, ou en tout cas que ça reste à feu doux, qu'il y ait une espèce de résignation comme ça, passive, parce que beaucoup de gens disent oui, mais c'est comme ça, on peut pas, qu'est-ce qu'on peut y faire, il y a ce côté de la résignation, et puis il y a d'autres qui ne sont pas d'accord. À quel moment la marmite qui bout, le couvercle peut sauter, c'est tout à fait possible, mais personne ne peut, enfin, à mon avis, se prononcer là-dessus, en tout cas sur des dates ou des échéances. Oui, c'est ça. C'est plutôt une question de quand qu'une question de quoi. Oui. On sait que ça va sauter, on ne sait pas quand. Absolument. Et la situation est-elle suffisamment dégradée dans ce pays pour que les Français en aient conscience et réagissent par leur vote? Absolument. Et ça, franchement, moi, pour moi, je ne peux pas le dire et en aucun cas, je ne ferai des prédictions c'est pas mon genre de beauté. Quand vous dites, enfin, plutôt quand Éric Zemmour dit que Emmanuel Macron met tout sur le virus pour ne pas parler du reste et finalement ne pas parler des problèmes du pays, qu'est-ce que vous pensez de Mais ça? non, moi je crois que c'est pas le problème. Le virus comme tactique électoraliste. Emmanuel Macron veut se faire élire. Donc il utilise ce qu'il faut pour se faire élire. Moi je crois pas qu'à lui en vouloir là-dessus. Hein. Non mais vous êtes d'accord avec cette analyse? Oui, mais ça change quoi d'être d'accord avec cette analyse? Je veux dire, ah oui, pourquoi Emmanuel Macron ne parle pas des vrais problèmes? Mais c'est pas son problème. Lui, il veut se faire réélire. Donc le problème, là, je suis froid et regardant. Le problème n'est pas un problème de morale. Le problème, c'est que lui, aujourd'hui, tant sur sa réélection, il va utiliser tous les moyens à son pouvoir pour se faire réélire. Et donc, s'il faut appuyer sur le Covid, il appuiera sur le Covid. Si, par exemple, je fais pas de prédiction, mais par exemple, il pourrait jouer sur un truc formidable, le pass vaccinal est là, tout ça. Mais imaginez que le 15 mars, il dit, fini le pass vaccinal, tout va bien. De Gaulle libérant Paris. Je vous libère, les Français. Magnifique. C'est ça. Donc, ça c'est une question de tactique ou de stratégie, mais ce n'est pas une question de fond, si vous voulez. Là, aujourd'hui, il est dans cette phase-là. Là, vous parlez de la tactique du pompier pyromane. Hein. Les Français sont-ils assez bêtes pour ne pas c'est pas une question de clair dans ce jeu-là? C'est pas une question de bêtise, c'est que peut-être beaucoup de Français pensent que effectivement il a raison, qu'il fallait faire ça, que dans le rapport bénéfice-risque et de l'apport liberté-sécurité, eh ben il avait raison de dire que la sécurité doit l'emporter sur la liberté. C'est pas ce que je pense, mais je ne vais pas condamner et dire vous êtes tous des cons parce que vous pensez ça. À ce moment-là, je serai dans ce que je dénonce. Moi j'ai raison et vous, tous les autres vous êtes, enfin ou presque vous êtes tous des cons. Non, je crois qu'il faut vraiment peser tout ça avec, vous savez, beaucoup de gens, et ils ne pensent qu'à une chose, c'est effectivement la sécurité, et en même temps, ils se posent tous des questions, on le voit très très bien, sur les vaccins, sur les doses, sur tout ceci, les questions sont posées. Après, très franchement, qui peut dire, sauf à jouer les voyantes, enfin, qui peut dire quand ça bascule et comment ça bascule? Tout est possible, y compris, vous savez, c'était Nietzsche qui disait l'avenir passe sur les pattes de Colombe, vous savez, qui proposait un séisme. Je le dis mal, il le disait beaucoup mieux que moi, mais c'est ça. Donc aujourd'hui, vous n'êtes pas un soutien officiel d'un candidat quel qu'il soit. Non. Pas non plus de notre candidat. Non. Vous n'étiez pas en 2017 un soutien non plus de Marine Le Pen. Non. Si ma mémoire est bonne. Ah non, pas du tout, non, je veux dire, moi je considère encore une fois, je vous dis, je pense que je suis très heureux que Zemmour ait bousculé les choses, qu'il a aidé à bousculer les choses. Je crois que c'est très bien. Je crois que sa présence est quelque chose de très positif. C'est clair. Et d'ailleurs, on le voit. Hein, c'est pas, je veux dire, pas besoin de dire ça. On le voit très très bien avec ce que ça a suscité, ce qu'il a suscité et continue de susciter. Je crois que vous savez, à un moment donné, c'est très intéressant. C'est pourquoi la nature a horreur du vide. Pourquoi c'est arrivé maintenant. Et c'est amusant parce que j'ai fait un parallélisme qui n'est pas comparaison n'est pas raison entre Zemmour et Trump. Ça m'amusait beaucoup parce que il est très, d'ailleurs il se reconnaît un peu dans le certain Trumpisme Zemmour. Mais je vais vous dire, si vous regardez un peu les parallélismes, primo, ils sont tous les deux, en fait, du milieu et du système. C'est pas un hors-système. Trump était un milliardaire de l'immobilier à New York. Zemmour était un brillant journaliste politique, qui était dans le milieu, qui nageait dans le milieu politique. Donc, pas du tout hors-système. Deuxièmement, Zemmour et Trump se sont fait connaître par la télévision.
On continue ou... Non, on vous écoute passionnément. Non, Zemmour et Trump se sont fait connaître par la télévision. Je pense vraiment que si Zemmour n'avait pas eu 5 ans de Ruquier et 2 ans de CNews, il n'aurait jamais été là. C'est clair, il a eu une renommée, enfin disons une publicité nationale avec ça. Et Trump s'est fait connaître par The Apprentice, une émission de télé-réalité dans l'entrepreneurial qui a fait connaître dans toute l'Amérique, parce que les milliardaires de l'immobilier, il y en a beaucoup aux États-Unis, en tout cas les multimillionnaires, etc. Troisième chose intéressante, c'est que justement, il ne parle pas qu'aux intellectuels de Saint-Germain-des-Prés d'un côté et de New York et de la Californie de l'autre. Il parle à l'Amérique des oubliés, Centre-Amérique pour Trump, et il parle non seulement à la France périphérique, mais les gens qui avaient envie d'entendre autre chose, les gens que ce soit, alors lui évidemment, je connais la théorie de Zemmour, bourgeoisie patriote et le peuple, etc., enfin la France périphérique, mais en fait quelque part il y a quelque chose qui s'est retrouvé. Quatrième comparaison, c'est qu'ils sont tous les deux d'excellents débatteurs. Trump est un formidable orateur, et surtout, ils troncent leurs opposants dans les débats. Je veux dire, moi, j'ai vu Trump dans les primaires républicaines. C'était tout à fait extraordinaire de voir comment parce que aucun républicain ne voulait Trump à l'époque. Comment il les a descendus les uns les autres, et comment Zemmour dans les débats de Ruquier, mais évidemment surtout dans ses news, mettait presque tout le temps au tapis c'est les débatteurs qu'il avait face à lui. Pourquoi? Parce que voilà, alors Zemmour c'est en France, c'est la culture, c'est une certaine manière de bosser, c'est un bosseur qui connaît un peu de ce dont il parle, et Trump c'était cette espèce de force, de puissance qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais qui émanait de lui, et il vraiment, je l'ai vu dans les débats, mais écraser ses adversaires. Alors c'est intéressant de voir qu'au fond, au-delà des trucs populistes ou pas, c'est qu'à un moment donné, des gens cristallisent effectivement quelque chose de très important. Maintenant, il faut quand même souligner quelque chose, parce qu'il y avait quelqu'un qui disait tout ça. Vous savez qui? Ben Jean-Marie Le Pen, pas Marine. Jean-Marie. Jean-Marie dit, on aime ou on n'aime pas. C'est un autre problème. Pourquoi? Jean-Marie Le Pen disait un certain nombre de choses. Alors lui, il allait très loin imbécilement sur ces calembours imbéciles qu'on saignait. Et puis lui, il ne voulait pas le pouvoir. Enfin, il n'était pas là. Mais il n'était pas là pour le pouvoir. Il était là pour provoquer. Et Marine, ça fait 20 ans qu'elle essaie de dédiaboliser. C'est tout le problème aujourd'hui. Simplement, Zemmour, on peut pas lui dire ça. Comment voulez-vous dire que vous êtes un espèce d'affreux facho, un juif berbère d'Algérie? C'est plus compliqué. C'est plus compliqué. On peut pas lui dire alors j'adore, c'est Haïm Corsia et le CRIF a inventé le juif antisémite. Alors c'est formidable, mais quand on m'a dit mais est-ce que ce n'est pas un juif antisémite, j'ai dit vous savez, comme disait Audiard dans Le Président, il y a des poissons volants, mais ce n'est pas la majorité de l'espèce. Vous savez, nous on est traités de tous les dimanches, les samedis sur les marchés de néo-nazis, hein. Carrément. Oui. Personne ne s'intéresse savoir si on est juif, pas juif, d'où on vient, etc. Ah mais la gloire de l'étiquette, je vous dis, là on revient à la paresse intellectuelle, la paresse neuronale des gens. C'est tellement plus facile d'accoler une étiquette que d'essayer de raisonner. Donc pourquoi est-ce que vous n'avez pas soutenu Marine Le Pen en 2017? Moi, ça m'intéresse de... Vous la trouviez trop protectionniste. Je me souviens que vous disiez ça. Oui, trop protectionniste et peut-être pas assez forte sur l'Europe, et surtout, elle a des côtés que j'aime bien, mais pas assez bosseuse. Son débat avec Macron quand même, et faut pas cristalliser là-dessus, mais pas assez bosseuse et puis pas assez bien entourée, je ne sais pas. J'étais pas contre Marine Le Pen, mais si vous voulez, très sincèrement, j'étais pas évidemment pro-Macron. Je voyais pas, moi, si vous voulez, j'ai regretté, mais il a mérité sa défaite largement, j'ai regretté que Fillon ne soit pas là. Je pense que Fillon aurait pu faire quelque chose s'il avait appliqué son programme, mais malheureusement, il n'avait ni la stature, ni le tempérament, sinon il se serait pas laissé, pardon l'expression vulgaire, couillonner comme il s'est fait couillonner au moment de son affaire, quoi. Est-ce que vous pensez que le candidat Zemmour en marche, hein, si on peut dire, ouais. on peut employer cette mauvaise expression, va trouver devant lui les mêmes obstacles que François Fillon a trouvé, c'est-à-dire un système tout entier qui fait tout pour se débarrasser de lui? Ah ben c'est clair. Avant l'échéance, bien sûr. Non mais c'est déjà ça.
On le voit très très bien, c'est déjà ça. Après, ce qui va se passer, heureusement, alors il y a deux choses. Après, c'est heureusement, d'ailleurs, c'est, je dirais, le peuple, les électeurs qui trancheront. Maintenant, il y a deux choses qu'il faut absolument éviter, et pas seulement pour Zemmour, mais pour tout le monde. Il y a deux écueils, et j'espère qu'ils resteront. C'est le vote par correspondance, générateur incroyable trucage et escroquerie. Donc il est interdit en France. Est-ce qu'ils vont le rétablir? J'espère que pas. Et deuxièmement, aussi grave et encore plus grave, c'est le vote électronique. Ça, j'ai consulté beaucoup de gens dans le numérique. Le vote numérique permet tous les bugs et tout. Et on s'aperçoit de rien. C'est encore pire que la correspondance. Donc, attention à ça. Alors, je ne sais pas si ça s'est passé aux États-Unis. Les Trumpistes disent que ça a été une élection truquée. Il y a eu en tout cas des choses tout à fait étonnantes en 2020, là, fin 2020. Attention, on va vous retraiter de complotiste. Non, je dis simplement, voilà, il y a eu des choses étonnantes, c'est tout. Je ne me prononce pas, j'ai pas fait l'enquête, donc je ne dirai pas. Mais je crois qu'honnêtement, le vote électronique et le vote numérique est générateur de tout ce qu'on peut imaginer, des trous dans la raquette, et le vote par correspondance aussi. Après, c'est au peuple de trancher, abstentionniste, pas abstentionniste, puisque le vote blanc ne compte pas pour le moment. C'est aux Français, aux citoyens français de trancher. Bon, dernière question, André Berkoff, parce que vous nous avez consacré déjà beaucoup de temps et nos téléspectateurs ont bien compris votre pensée. Vous ne direz pas pour qui vous votez dans l'isoloir, c'est bien votre droit, mais est-ce que vous pensez que Éric Zemmour ferait un grand président ? Je pense qu'Éric Zemmour, je vais peut-être vous décevoir, non seulement ne ferait pas un pire président que d'autres, mais je pense que, j'espère, si jamais il est au pouvoir, qu'il fera vraiment ce qu'il dit, je veux dire, et qu'il appliquera ce qu'il dit. Je ne suis pas d'accord, encore une fois, sur tout, ce qu'il dit, loin de là, mais je pense qu'il y a des choses qui sont très importantes et rétablir l'équilibre. Vous savez, en fait, ce que fait Zemmour et d'autres, c'est le retour du balancier. Quand le balancier va trop loin d'un côté, il faut le ramener à l'équilibre. Et je pense que Zemmour, qu'il soit président ou pas, qu'il y arrive ou pas, je n'en sais rien, je ne me prononce pas là-dessus. En revanche, je pense qu'on lui reconnaîtra quelque chose, et ce n'est pas un mince mérite, c'est d'avoir refaire repartir le balancier dans un certain équilibre, même si on considère qu'il va trop loin, lui, d'un côté. Mais justement, comme le balancier était d'un côté, il était pas mal qu'il swing, si je peux dire, de l'autre côté. Donc déjà, c'est pas mal. Le reste appartient à l'électeur qui votera, verra. Le balancier dans le bon sens, ce sera donc notre dernier mot. Vous aviez écrit en 1983 de la Reconquête. Vous êtes sur la chaîne Reconquête. Merci mille fois André Berkoff et à très bientôt. Merci à vous.